Nous avions quitté le Markland et on se dirigeait maintenant vers le sud. Il existe une terre encore plus fertile. Voilà ce que nous soufflaient les vents. Et on a fini par la trouver. C'était un nouveau continent. Des prairies vertes à perte de vue, des fruits délicieux, le paradis sur terre. J'ai eu envie de lui donner un nom. Je l'ai baptisé Vinland. Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans un format encore différent, dans notre tout premier setup, pour démarrer notre nouvelle série de vidéos qui s'intitule Notre histoire avec les Premières Nations. On compte bien reprendre le voyage cet été, mais avant de reparcourir les terres de l'Est du Canada, on avait envie d'en apprendre plus sur ces terres. Et quoi de mieux que l'hiver québécois pour se plonger dans les livres? Avec Camille, on vous propose donc un récapitulatif historique en plusieurs parties. On va parler notamment du peuplement du continent, de la rencontre entre les Européens et les Premières Nations et de l'évolution de leurs relations jusqu'à la situation actuelle des nations autochtones. On est parti pour un tête-à-tête, installez-vous confortablement, on embarque pour le nouveau monde. Alors déjà pour se repérer, je vais citer des villes, des pays, des États avec leurs frontières actuelles. Mais il faut penser qu'avant l'arrivée des Européens, il n'y avait pas les mêmes frontières. Les différentes nations avaient ce que je perçois comme des terres de prédilection. En cela, j'entends que ceux qui étaient près de l'eau avaient développé des compétences de navigateurs et de pêcheurs, ceux qui vivaient près de la montagne s'étaient adaptés aux conditions propres à la montagne. Ils étaient et sont toujours attachés d'une manière plus sentimentale à leur territoire, car ils ne se définissent pas comme des propriétaires. Ils sont les gardiens de leur secteur dont ils utilisent la terre et ses êtres vivants avec respect, pour qu'elle reste riche pour les générations futures. Certaines nations étaient plus sédentaires, d'autres plus mobiles. Je sais aussi que certaines nations du Canada ou certaines communautés à l'intérieur de nations migraient en fonction des saisons. Ainsi, je vais centrer ma présentation sur le Québec et le Canada, mais mes histoires pourront également inclure le nord des États-Unis, car le territoire de certaines nations s'étend donc au travers des frontières actuelles. Démarrons au commencement, si on peut dire. Les plus anciennes traces d'humains sur le continent américain sont datées entre 30 000 et 15 000 ans avant notre ère. Par traces, j'entends preuve de présence humaine, avec des outils, des traces de foyer, des traces de pas. Les fossiles humains les plus anciens, eux, datent d'environ 12 000 ans avant notre ère. Il y a toujours des découvertes et des débats quant à un peuplement qui aurait eu lieu plus tôt par des individus arrivant en embarcation du côté du Pacifique. La version que l'on retrouve le plus, c'est que ce peuplement, ou plutôt ces vagues de peuplement, ont été possibles au cours d'une période glaciaire, pendant laquelle il était alors possible de traverser le détroit de Bering. Avec la fonte des glaces, le début du peuplement du sud du Québec aurait débuté 10 000 ans avant notre ère, et pour le nord de la province à partir de 2500 ans avant notre ère. La population d'Amérique du Nord est estimée entre 500 000 et 2 millions de personnes à l'arrivée des Européens. Un large intervalle qui montre à quel point on a peu d'informations avant l'arrivée des Européens et même peu d'informations prises pendant la colonisation. Les longues et dures journées de travail minutieux révélèrent les ruines d'un certain nombre de maisons aux murs de tourbe. À l'intérieur des maisons, ils trouvèrent des cheminées anciennes
et autres éléments de conception nettement norroise. Une découverte majeure en 1960, celle des vestiges de l'anse au Médo, a permis de confirmer certains faits écrits dans les sagas scandinaves entre le XIIIe et le XIVe siècle. Tout commence en 982, lorsqu'Éric le Rouge se fait exiler d'Islande, alors que son père lui-même s'était déjà fait exiler de Norvège. Tous les deux pour meurtre. Rien que ça. Mais heureusement, Éric le Rouge a eu vent, de la part de marins, d'une terre un peu plus à l'ouest. Et c'est sur ces terres qu'Éric le Rouge va s'établir. Terre qu'il nommera Greenland en anglais, la terre verte, pour donner envie à d'autres colons de venir. Is it really as green as it sounds? Absolutely. At least 2 days here. Les Scandinaves vont y vivre du commerce de l'ivoire de morse, notamment, y construire de nombreuses fermes et y rester jusqu'au début des années 1400. Mais pour commercer et construire leurs maisons, ils ont besoin de bois. C'est ce qui va pousser le fils d'Éric le Rouge, j'ai nommé Leif Erikson, à poursuivre l'exploration vers l'ouest. Autour de l'an 1000, ils naviguèrent pendant 2 jours jusqu'à atteindre un pays aux pierres plates, qu'ils appelèrent le Helluland, qui pourrait correspondre à l'île de Baffin. Puis, ils passèrent devant une longue étendue de forêts côtières qu'ils nommèrent le Markland, la terre des forêts, et qui pourrait correspondre au Labrador. Enfin, avançant encore, ils arrivèrent sur une terre où poussait apparemment de la vigne sauvage, qui fut nommée le Vinland. Là, ceux qui ont lu le manga Vinland Saga se réveillent et s'ils ne les avaient pas déjà, comprennent les références de l'auteur. Et ceux qui regardent seulement l'animé, eh ben oui, je vous donne potentiellement des indices pour la suite de l'œuvre. On pourrait faire correspondre le Vinland avec Terre-Neuve et le golfe du Saint-Laurent, mais il reste toujours des doutes quant à la position réelle de ce Vinland, car les vignes, naturellement, poussent plus au sud. Il y eut plusieurs tentatives d'installation, de colonisation. La plus importante fut entreprise en 1009 par un riche marchand, Thorfinn Karlsefni. Tu serais pas Thorfinn Karlsefni? Thorfinn Karlsefni? On lui attribue notamment les vestiges archéologiques qui se trouvent à l'actuel Anse au Médo et qui seraient datés de 1021. Il serait le fondateur de ce village, seul dont les archéologues peuvent confirmer l'origine viking. Il eut un fils qui serait en fait le premier Européen à être né dans le Nouveau Monde, Snorri Thorfinnsson. Beaucoup d'indices laissent à penser qu'il y aurait dû y avoir d'autres villages le long de la côte, mais rien de confirmé pour le moment. Dans les sagas, les Scandinaves entrent en contact à de nombreuses reprises avec la population locale qu'ils qualifient de Skrælingjar, terme péjoratif que l'on pourrait traduire par sauvage. Ce qui est certain, c'est qu'il y eut plusieurs conflits et que la résistance des peuples autochtones est une des raisons principales pour laquelle les Scandinaves ne se sont jamais établis sur le long terme et, quelques années plus tard, ont fini par quitter définitivement ces terres. Outre ces textes, les preuves de ce premier contact avec les Premières Nations existent. Et comme preuve, j'ai par exemple trouvé sur internet, sur le site de National Geographic, que dans des tombes vikings au Groenland, une pointe de flèche a été retrouvée dans une dépouille, ainsi que des fourrures de bisons d'Amérique dans d'autres tombes. De l'autre côté, donc du côté des Premières Nations, une pièce de monnaie frappée sous le règne de Olaf III de Norvège, datant du XIe siècle, a été retrouvée sur un site autochtone dans le Maine aux USA. Fait intéressant, non négligeable et pas très connu, entre la présence viking, donc scandinave, et la véritable découverte du Nouveau Monde, les Bretons et les Basques, des peuples qui sont donc tournés vers l'Atlantique, viennent pour pêcher dans l'estuaire du Saint-Laurent. Les Basques auraient même installé des campements permanents. Ces derniers vont même continuer leurs affaires parallèlement à l'établissement de la Nouvelle-France. Mais ça, on en reparlera plus tard dans une prochaine vidéo. On va passer maintenant un petit moment sur ceux que l'histoire a retenus, sur les grands explorateurs, et on va voir comment leur récit, leur façon de voir les choses, ou ce que certains auteurs ont écrit sur leurs aventures a posé la base de l'opinion commune, et même des notions que l'on apprend et avec lesquelles on grandit encore dans notre société actuelle. Pour la suite, j'appuie beaucoup mes propos sur un livre, Ils étaient l'Amérique, de Serge Bouchard et Marie-Christine Lévesque aux éditions Luxe. Je vais en lire certains passages, car il y a des choses que l'on ne nous a pas dit en cours d'histoire. Pourtant, connaître ces personnages est vraiment important si l'on veut connaître l'origine de certaines images collectives. On commence fort avec celui dont tout le monde a forcément entendu parler en cours d'histoire. Celui qui a véritablement découvert l'Amérique, j'ai nommé Christopher Colomb.
On dit qu'il est mauvais marin, mauvais compagnon, méchant, mesquin, fourbe, fabulateur, peut-être même fou, mais il a un atout dans sa manche. On raconte que dans sa jeunesse, Colomb a navigué dans les mers du Nord. De la bouche de marins des eaux froides, d'anonymes pêcheurs de morues, il aurait entendu des histoires à propos des grandes îles du côté du Ponant. Ces marins auraient, vers 1450, refait la route empruntée par leurs ancêtres vikings 500 ans plus tôt. Et ses connaissances du nord de l'Europe des Normands, de même que les sagas scandinaves, ne sont pas connues du reste de l'Europe. Le mystère des terres situées au-delà de la mer des ténèbres demeure entier dans les royaumes européens, ce qui confère une grande valeur aux informations que détient Colomb. La couronne d'Espagne accepte ses services car ils ne veulent plus être dépendants de la route de la soie au Moyen-Orient pour apporter les précieux produits de l'Orient à l'Occident. C'est ainsi qu'il arrive en octobre 1492 aux archipels des Caraïbes, puis continue son chemin vers le sud. S'ensuivra la colonisation de l'Amérique du Sud par les Espagnols. L'or les rend fous. Ils massacrent les Aztèques, les Incas, tous les peuples y passent, sans compter sur les maladies d'origine européenne qui seront à partir de ce moment et pendant des siècles le pire ennemi des Amérindiens. Plusieurs expéditions s'enchaînent dans la première moitié du XVIe siècle. Les conquistadors tentent de percer en Amérique du Nord, Mexique, Floride, Géorgie, Nouveau-Mexique. Certains iront jusqu'en actuel Arizona et Kansas. Mais ils finissent toujours exténués, humiliés, désespérés par les autochtones qui leur tiennent tête. Et ils n'iront pas plus loin. De ce premier chapitre, on retiendra une grosse erreur de dénomination. Colomb, parce qu'il s'est toujours cru au pays de la soie et du girofle, n'a jamais eu l'idée de nommer le continent qui se trouvait sous ses pieds. Il aura cependant baptisé ses habitants d'un nom qui rappelle à quel point le navigateur était étourdi. Les Indiens. On peut dire que les relations ont été plus pacifiques entre la France et l'Amérique du Nord, quoique déguisées sous beaucoup de fourberies. Et c'est ce qu'on verra lors de la prochaine vidéo. Et oui, c'est déjà fini. Je coupe volontairement le gros chapitre sur les explorateurs en plusieurs parties, car le prochain nécessite que l'on s'attarde un peu plus sur son rôle dans le Nouveau Monde. La prochaine vidéo lui sera donc consacrée. C'est de Jacques Cartier que l'on parlera, mais également des figures historiques du côté des autochtones que les livres d'histoire ont trop souvent oubliées. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'avais vraiment hâte de commencer cette série sur l'histoire. Je remercie également Camille qui supervise cet enregistrement et qui s'occupera du montage. Je vous dis à très bientôt, bye. C'est bien? Ouais, alors moi je refais 4-5 groupes A, B. Il y a des phrases qu'il faudrait me dire.